Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue sur Africa 24, ravi de vous retrouver à Rabat, Yaoundé et partout ailleurs en Afrique et dans le reste du monde. Au sommaire de cette édition de l'African Union Journal, l'industrie pharmaceutique en Afrique entre défis et opportunités dans un continent abritant 25% des malades de la planète. Puis réduction de la fracture numérique en Afrique, ces initiatives publiques et privées qui changent la donne. Au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la Tunisie dresse le bilan de son mandat de 2 ans. Et enfin, face au changement climatique, l'Afrique s'adapte et innove pour une agriculture plus résiliente. Reportage et analyse à suivre. Une fois de plus, bienvenue dans l'African Union Journal, votre magazine exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine. Le constat est alarmant, l'Afrique fait face à un défi majeur dans le domaine pharmaceutique. Avec 3% de la production mondiale, le continent abrite 25% des malades de la planète, toutes pathologies confondues. Face à cette situation, les leaders africains multiplient les initiatives pour renforcer la production locale de médicaments et garantir l'accès aux traitements nécessaires. L'Afrique en quête d'autonomie pharmaceutique, Grace Ngombey, Nana Kamsukom et Richard Ambassa pour les détails. L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué en 2020 que 25% des malades de la planète, toutes pathologies confondues, sont africains. Fort de ce constat, les dirigeants africains militent en faveur de réformes profondes pour construire une architecture sanitaire capable d'emmener à l'indépendance sanitaire d'ici 2050. C'est dans ce cadre que le secteur pharmaceutique est un enjeu majeur en ce sens qu'un accès à des médicaments abordables et de qualité, ainsi que la mise en place de politiques publiques et de partenariats publics-privés adaptés sont des facteurs du développement du potentiel de croissance du secteur en Afrique. Vaccine equity cannot be guaranteed by goodwill alone. Les vaccins en Afrique ne peuvent être garantis par la seule bonne volonté. Nous avons vu de nombreux exemples qui nous ont convaincus. L'Afrique a besoin d'augmenter sa capacité de fabrication de produits médicaux essentiels. For vaccines and other essential medical products. Les Nations Unies estiment que la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l'insuffisance des capacités de l'Afrique à fabriquer et à fournir les médicaments essentiels. Ce, bien que l'Afrique abrite 17,2% de la population mondiale, mais seulement 3% de la production pharmaceutique mondiale, soit 375 fabricants dans 37 pays africains. Ainsi, plus de 80% des produits pharmaceutiques et médicaux sont importés sur le continent. D'où l'importance pour les experts de développer des partenariats avec des organisations internationale pour une amélioration de la production locale. Gavi, the Vaccine Alliance, at its December board meeting, it approved... Lors de sa réunion de décembre, l'Alliance Covid pour les vaccins a approuvé un instrument appelé AVMA, un outil très important de plus d'1 milliard d'euros qui renforcera la fabrication de vaccins en Afrique. Grâce à cet instrument, nous espérons que l'Afrique pourra contribuer à la fabrication de vaccins. Get into a space where Africa can contribute to the manufacturing of its own vaccines. L'explosion démographique africaine et la croissance annoncée pour les 20 prochaines années pourraient être les catalyseurs d'un changement, comme le démontrent différents projets de développement dans le secteur de la santé, comme Gipto Pharma City, nouveau centre régional égyptien pour l'industrie pharmaceutique au Moyen-Orient. Dans l'optique de pourvoir aux besoins d'une population en pleine croissance, le CDC Africa envisage l'ouverture de 5 nouveaux sites de fabrication de vaccins d'ici 2040. Africa CDC, nous faisons un programme important qu'on appelle la fabrication locale des vaccins, des médicaments et des tests diagnostiques. Et nous avons l'ambition d'ici 2040 d'avoir au moins 60% de tous ces produits fabriqués en Afrique. L'insuffisance des capacités en ressources humaines, les incohérences politiques des départements du commerce, de l'industrie, de la santé et des finances entravent également la croissance d'un secteur pharmaceutique africain. Selon la BAD, lorsque tous les pays africains ratifieront l'accord de la ZLECAf, celui-ci intégrera un marché de 1,3 milliard de personnes et potentiellement 2,2 milliards de personnes d'ici 2050.
En Afrique, moins de 50% de la population a accès aux services de santé essentiels, selon les données officielles. Une situation attribuée en grande partie au manque d'infrastructures de qualité et aux ressources humaines dans le secteur de la santé. Face aux défis liés à l'accès aux soins de santé de qualité, les États africains engagent d'ambitieux projets dans le domaine des infrastructures, de la formation et du financement de la santé. Mildred Yamou, Johnson Djali Tiamande pour les détails. L'Afrique abrite 1,3% des professionnels de la santé dans le monde, alors qu'elle porte 25% de la charge mondiale de morbidité, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS évalue à 6,1 millions le déficit de personnel de la santé sur le continent d'ici 2030. Moins de 50% d'Africains ont accès aux services de santé essentiels. Pourtant, pour les autorités sanitaires, faire de l'accès aux soins de santé de qualité une priorité participe aux efforts d'accélération de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les défis des systèmes de santé africains reposent essentiellement sur le manque d'infrastructures adéquates et de ressources humaines. Selon l'OMS, pour 10 000 habitants, il faut au minimum 23 personnels habitants. On est conscient que le Mali n'en a même pas 10. Par endroit, parfois, on n'a même pas 5 personnels habitants pour 10 000. Mais on est en train de faire des stratégies pour que la santé soit au plus proche des populations, surtout en faisant les relais communautaires, les centres de santé communautaires qui sont au plus proche des populations, qui ne sont pas forcément des agents de santé, mais qui reçoivent une certaine formation pour pouvoir détecter les patients et les orienter vers les centres de santé au plus proche en cas de besoin. La pénurie de professionnels de la santé en Afrique est principalement liée au manque de formation, aux mauvaises conditions de travail et à l'absence de mesures d'incitation. Ces facteurs contribuent à éloigner les professionnels de la santé des régions où les besoins sont les plus importants. Le défi lié au manque d'infrastructures de qualité est notamment attribué à des financements insuffisants et aux conflits. Selon la Banque africaine de développement, les pertes en production de l'Afrique causées par des problèmes de santé sont estimées à environ 2400 milliards de dollars par an. Nous avons des initiatives de mise en place de nouvelles usines de production de médicaments. Et nous travaillons à faire en sorte que le pays soit le plus indépendant possible en matière de production pharmaceutique. Au Burkina, chaque année, nous recrutons au moins 200 à 300 médecins à la fonction publique, des médecins généralistes. Au Burkina, chaque année, nous ouvrons des concours professionnels pour des médecins et des pharmaciens spécialisés. C'est autour de 150 à 200. Donc ça fait que, en termes de ressources humaines, je ne dis pas qu'on a comblé tous nos gaps, mais c'est vraiment, en tout cas, de gros progrès qui ont été faits dans ce domaine. Notre plus gros défi en matière de production des ressources humaines, c'est beaucoup plus la répartition du personnel. Avec la résurgence des maladies telles que le paludisme, le choléra, le VIH-Sida ou encore la tuberculose, ainsi qu'un risque accru de mortalité infantile et maternelle en Afrique, les États réorientent davantage leurs priorités vers la santé. Au Nigeria, par exemple, pays d'Afrique de l'Ouest, où environ 6 personnes sur 10 n'ont pas accès à des services de santé primaires de qualité, des projets ont été engagés dans les domaines des infrastructures, des ressources humaines et du financement de la santé. Le gouvernement prévoit notamment un investissement de 3 milliards de dollars pour former 120 000 agents de santé de première ligne en 16 mois et doubler le nombre de centres de santé primaires dans les communautés, passant de 8 800 à plus de 17 000 d'ici 2027. Le budget 2024 que nous mettons en œuvre aujourd'hui prévoit l'allocation la plus élevée aux soins de santé de l'histoire de notre pays. Nous inscrivons environ 68 000 infirmières chaque année dans nos écoles. Avant la fin de cette année 2024, nous accueillerons près de 120 000 infirmières dans nos différentes écoles de formation du pays. Nous construisons également 6 pôles d'industrialisation médicale dans chacune des 6 zones géopolitiques de notre pays. Le président a mis en place un comité chargé d'examiner comment nous pouvons améliorer les prestations sociales de nos professionnels de santé. Les 4,5 milliards de dollars investis chaque année par les gouvernements africains dans les équipements sont largement inférieurs aux 26 milliards de dollars d'investissement annuel estimés nécessaires pour répondre aux besoins en matière de santé au cours de la prochaine décennie selon des experts. Notant l'importance des soins de santé primaires dans la construction d'un système de santé résilient et intégré en Afrique, des experts affirment que face aux problématiques de la pénurie de médecins,
et de l'isolement géographique des populations rurales, la télémédecine propose des solutions. Parlons à présent d'éducation dans le focus de cette édition de l'African Union Journal. Saviez-vous que sur le continent africain, quelques 97 millions de femmes n'ont pas de téléphone portable et ont 50% de chances en moins que les hommes d'accéder à Internet? Les initiatives d'alphabétisation numérique se multiplient sur le continent pour inclure les femmes dans la transformation numérique, offrant ainsi de nouvelles opportunités dans un contexte où plus de 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. La réduction de la fracture numérique par l'éducation des femmes, un reportage signé Nathalie Moore et Catherine Ilundu. En 2024, atténuer la fracture numérique entre les sexes est une question de sécurité. Des données officielles révèlent qu'en Afrique subsaharienne, 34% de personnes âgées de 18 à 24 ans sont victimes de cyberharcèlement. Des études parallèles indiquent que 20% des contenus déshumanisants mis en ligne visent des femmes d'origine africaine. Face à la montée de la cybercriminalité dans le paysage numérique sur le continent, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples recommande l'accès des femmes à l'éducation dans les domaines de la technologie numérique afin de supprimer le fossé numérique entre les sexes. Il y a la question de la violence basée sur le genre et la sécurité et la sûreté en ligne. Si nous n'examinons pas ces obstacles dans leur intégralité, nous ne serons jamais en mesure de nous attaquer à la disparité numérique car il ne s'agit pas simplement d'accès à Internet. L'Afrique subsaharienne affiche les cas d'accès à Internet le plus important au monde. Dans la région, 97 millions de femmes n'ont pas de téléphone portable et les hommes ont environ 50% de chances supplémentaires d'accéder à Internet, révèlent les Nations Unies. Après le coût, l'inadéquation des infrastructures numériques, le faible taux d'alphabétisation des femmes arrive en troisième position des facteurs de fracture numérique entre les genres en Afrique. Statistiques et chiffres qui, au-delà des récits, servira comme preuve pour souligner la nécessité et l'urgence de l'éducation des filles et des femmes doit faire l'objet d'une attention immédiate. En Afrique, 32,6 millions de filles en âge d'aller à l'école primaire et au premier cycle du secondaire ne sont pas scolarisées. Les programmes d'alphabétisation numérique destinés aux femmes se multiplient sur le continent africain. Ces initiatives visent principalement à enraciner l'Afrique dans le processus de sa transformation numérique. L'inclusion des femmes dans la digitalisation va également leur offrir de nouvelles opportunités à cette frange de la population dans un contexte où plus de 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. La campagne Africa Educate Her, en particulier, a joué un rôle déterminant dans l'engagement des États membres, des organisations de la société civile, des jeunes, des partenaires de développement, des points focaux des ministères du genre et de l'éducation à travers le continent et du Parlement panafricain. Grâce à la campagne, des progrès en faveur de l'éducation des filles ont été mis en avant. 2024 a été désignée année de l'éducation par l'Union africaine. Sur le continent, les crises sanitaires, sécuritaires et climatiques ont mis en lumière la nécessité de mettre l'accent sur les formations académiques en ligne, le e-learning, pour réduire le taux de déperdition scolaire des jeunes et particulièrement de la jeune fille. En Afrique subsaharienne, où seuls 6% des jeunes sont inscrits dans l'enseignement supérieur, le marché du e-learning pèse annuellement près de 3 milliards de dollars avec des perspectives de croissance de 7,3% à l'horizon 2025. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi le lancement du Code panafricain de reporting des réserves et ressources minières et énergétiques. Puis signature par l'Angola, le Malawi et le Lesotho du protocole de la SADC sur le travail. Enfin, la Tunisie dresse le bilan de son mandat de 2 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
L'Union africaine a procédé le 3 avril 2024 au lancement du Code panafricain de reporting des ressources dans un continent qui abrite 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome, 30% des réserves en pétrole, en gaz et 28% de manganèse. La mise en œuvre du système africain de classification et de gestion des ressources minérales et énergétiques et du Code panafricain de reporting des réserves et ressources devrait, selon le Centre africain de développement minier, permettre d'établir un cadre unifié de reporting boursier et financier favorisant les investissements responsables dans les chaînes de valeur régionales et mondiales des minéraux. L'Angola, le Malawi et le Lesotho ont signé le 28 mars 2024 le protocole sur l'emploi et le travail de la communauté de développement de l'Afrique australe. Introduit en 2014, le protocole de la SADC sur l'emploi et le travail vise à harmoniser les pratiques et les conditions de travail dans les États membres. De l'avis de certains experts, la signature et la ratification de ce protocole devraient également permettre d'accélérer le programme d'intégration établi par les membres de la SADC. Le mandat de la Tunisie au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est achevé le 31 mars 2024, après 2 années durant lesquelles le pays a occupé l'un des 2 sièges revenant à la région de l'Afrique du Nord au sein de cette importante structure africaine. Dans un communiqué daté du dimanche 31 mars 2024, le ministère tunisien des Affaires étrangères précise que le pays d'Afrique du Nord a mené ses missions au sein de l'institution panafricaine avec la même détermination et le même engagement qui ont toujours caractérisé sa politique étrangère et ses contributions au service de la paix et de la sécurité internationale en général et en Afrique en particulier, sur la base des principes de solidarité et d'intégration africaine. C'était la 2e fois que la Tunisie siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine depuis sa création en 2004. Les systèmes agricoles du continent africain sont en proie à une crise climatique. Sécheresse dévastatrice en Afrique australe et de l'Ouest, cyclones et inondations à l'Est, les épisodes climatiques extrêmes frappent de plein fouet les cultures et l'élevage, mettant en péril la sécurité alimentaire de millions d'habitants. Pour construire une agriculture résiliente, plusieurs mesures et stratégies peuvent être mises en place. Explication dans cet élément signé Samantha Saberou Saboubanga et Moma Koundoul. Vagues de chaleur, sécheresse, variabilité des précipitations, les pertes de récoltes ont triplé en Afrique entre 2019 et 2023 et continueront d'augmenter, mettant en péril les moyens de production des agriculteurs, prévient l'Agence française de développement. Pour construire une agriculture résiliente face au changement climatique, plusieurs mesures et stratégies peuvent être mises en place. On est très satisfait du partenariat durable de plusieurs décennies que les États-Unis et l'Afrique réalisent naturellement par le programme de la Banque africaine de développement intitulé « Les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine ». Depuis son début en 2018, nous avons remarqué que ça a eu un impact considérable. Les rendements du riz ont augmenté de 25% dans tous les pays où le projet s'est posé. La qualité de vie des populations s'est aussi nettement améliorée et la production est de plus d'1 million de tonnes. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat informe que les pays africains doivent promouvoir l'utilisation de semences adaptées aux conditions climatiques locales, capables de résister à la sécheresse, aux inondations et aux maladies. L'irrigation efficace et la gestion de l'eau permettra de faire face aux périodes de sécheresse et de pluie extrêmes. Cela peut inclure la construction de réservoirs d'eau, l'utilisation des techniques d'irrigation plus efficaces et la collecte des eaux de pluie. Le travail que fait Africa Rice depuis très longtemps pour maximiser les cultures et produire des cultures capables de résister au changement climatique et aux autres aléas du climat qui peuvent s'imposer. Le focus mis sur l'alimentation, comme nous venons de l'entendre, afin d'assurer une autonomie alimentaire, de nourrir l'Afrique et aussi
and other weather-related events. Selon une analyse du Centre africain des politiques climatiques de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, une augmentation de la température de 3 degrés Celsius à travers l'Afrique pourrait entraîner une baisse de 8,2% du PIB continental et une augmentation de la température de 4 degrés Celsius pourrait entraîner une réduction encore plus dangereuse du PIB de 12,1%. La 10e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 23 avril au 25 avril 2024 autour du thème « Renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple. La mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. » Le forum réunira des décideurs politiques et des experts des ministères et agences responsables des finances et du développement économique, des affaires sociales, de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles et bien d'autres. L'un des objectifs de cette 10e session est de renforcer l'apprentissage et préconiser des mesures et des actions politiques efficaces au niveau national, régional et mondial pour faire progresser la mise en œuvre des ODD et des objectifs de l'agenda 2063. Téhéran, la capitale de l'Iran, accueillera du 26 au 29 avril 2024 le 2e sommet commercial Iran-Afrique. Des ministres de l'économie de plus de 40 pays africains prendront part à cette rencontre. Depuis 1386, les relations économiques entre l'Iran et l'Afrique se sont dégradées en raison de la crise économique et des sanctions internationales contre l'Iran. Au cours des dernières années, en raison de l'absence de rétablissement des relations économiques, le montant des échanges commerciaux avec l'Afrique est resté au niveau de 1,2 milliard de dollars. Selon Mohamed Sadek Ghanadazeh, directeur général de l'Organisation iranienne de promotion du commerce, le renforcement des échanges avec l'Afrique pourrait générer 10 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi au Kenya sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Cet événement est une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. Dans son combat perpétuel pour l'amélioration de la condition féminine en Afrique, Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille de la République de Djibouti, s'est toujours distinguée à travers la mobilisation sociale et la mise en place de programmes et projets fondés sur la protection sociale. Son objectif, mieux faire intégrer les États dans la dynamique du progrès social. Mouna Ousmane Aden, ou l'engagement pour la protection sociale et l'égalité des sexes, un portrait signé Amen Edi et Salamata Gueye. Membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Mouna Ousmane Aden est une figure éminente en matière de protection sociale en Afrique. Son rôle en tant que ministre de la Femme et de la Famille de la République de Djibouti depuis 2016 démontre son engagement envers l'amélioration des conditions de vie des femmes et des familles. Nous affirmons collectivement notre engagement envers l'égalité des sexes, la justice sociale et la construction d'un avenir où chaque individu, indépendamment de son genre, peut réaliser son plein potentiel. Mouna Ousmane Aden a toujours affirmé son leadership à travailler afin d'éliminer la discrimination basée sur le genre pour un meilleur accès des femmes aux responsabilités politiques et administratives. En 2021, par exemple, 6 ministres sur 24 étaient des femmes à Djibouti. Il y avait 7 femmes parlementaires en 2013 et 17 en 2018, puis 7 membres sur 10 de la Cour suprême étaient des femmes. Cette stratégie genre sert de cadre pour promouvoir l'égalité à tous les niveaux de la société, mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes
la création d'opportunités équitables. L'inclusion des femmes ne doit pas être perçue comme une simple obligation, mais comme une stratégie pragmatique pour renforcer la stabilité. Des tests juridiques visant à améliorer la situation des personnes handicapées et des personnes âgées dans la société font partie des initiatives africaines prises pour promouvoir la protection sociale en 2020.